Une session en deux temps. Tout d'abord, il y aura Myriam Rai, qui est à distance, que vous connaissez, je pense, probablement tous, de l'association Phara, qui va commencer par nous donner une vue d'ensemble des différentes approches, l'évolution des projets en cours, des faits marquants. Puis ensuite, Alexandra Dur et Françoise Pousset, je pense que vous connaissez également, vont nous faire plus un zoom sur où on en est sur les essais en France. Encore, bonjour à tous, très brièvement, je suis basée en Belgique, je travaille actuellement avec la FARA, qui est l'Alliance de recherche pour l'ataxie de Friedreich mondialement, et avant ceci, j'ai travaillé longtemps sur l'ataxie de Friedreich en tant que chercheuse, donc je pourrais participer et répondre à vos questions. Pour ceux qui sont nouveaux, l'ataxie de Friedreich commence dans les gènes et la cause de l'ataxie de Friedreich est une mutation dans le gène qui code pour une protéine essentielle, la frataxine. Et donc, on peut commencer à penser à des idées de cibles thérapeutiques déjà en ayant comme cible le gène. Mais après ceci, le gène, en fait, dans l'ataxie de Friedreich est inhibé. Et travailler pour augmenter l'expression de ce gène, mais aussi l'expression de la protéine qui est codée par ce gène, qui est la frataxine, est une autre stratégie pour essayer de développer des traitements et avoir des traitements potentiels. Et après ceci, si on commence à agrandir avec une loupe, on a le gène, on a la protéine, on arrive au niveau cellulaire. Les cellules souffrent dans l'ataxie de Friedreich de ce manque de frataxine, mais aussi en fait dans les voies cellulaires qui sont en aval de la frataxine, on a des souffrances au niveau de la cellule qui sont de l'ordre des métabolites et on pourrait contrôler ceci par des molécules. Et la mitochondrie, qui est notre centrale énergétique, elle souffre parce qu'il y a moins de frataxine, mais elle souffre aussi parce qu'il y a des dépôts toxiques qui se fassent dans la mitochondrie, mais aussi au niveau de la cellule. On appelle ceci le stress oxydatif, qui est un peu à la mode. On entend parler dans d'autres maladies, mais aussi dans d'autres moyens de notre vie, dans des crèmes par exemple. Et donc ce stress oxydatif est important dans l'ataxie de Friedreich. Et avoir une action à ce niveau est aussi importante. Et on passe des cellules de la mitochondrie aux organes qui souffrent en fait dans l'ataxie de Friedreich, qu'on pourrait traiter si on traite en amont de ces flèches vertes, mais aussi pour finir avec les symptômes qu'il ne faut pas minimiser. Les symptômes, c'est ce que les personnes qui souffrent de l'ataxie de Friedreich en souffrent tous les jours. Et traiter les symptômes par des voies médicamenteuses, mais aussi en clinique, par des exercices, par la physiothérapie, est tout aussi importante. Mais donc, pour vous dire qu'on a toute une série d'interventions possibles dans l'ataxie de Friedreich, qui en fait, si on les prend dans l'autre côté de l'axe, soutiennent ce qu'on appelle la pipeline de développement des médicaments pour l'ataxie de Friedreich. Le développement des médicaments est un processus long, dont je vais parler dans une minute. Mais là, en fait, comme j'ai parlé en rouge d'améliorer la fonction de la mitochondrie au niveau cellulaire, en brun, mais stabiliser ou même mieux augmenter le niveau de la frataxine dans l'ataxie de Friedreich. Si on va plus en amont, on va vers le gène, essayer en fait de réactiver le gène qui est silencieux et idéalement travailler sur le gène plus en fond. Et dans la table ronde cet après-midi, on va plus développer cette partie qui traite de la thérapie génique pour couper, changer ou remplacer les gènes tout court. Et pourquoi tout ceci dans la pipeline plan du temps, en fait? Il faut se faire à l'idée que la découverte, en fait, commence dans le laboratoire, dans des modèles qui peuvent être plus des modèles chimiques, des modèles synthétiques, mais aussi des modèles cellulaires et des modèles animaux. Et tout ça, c'est vraiment au niveau du développement préclinique. Une fois on a une hypothèse solide dans le développement préclinique, que ce soit les académiciens ou les firmes, vont prendre en fait leur projet et se présenter au niveau réglementaire pour demander d'essayer ce qui a montré un effet positif encore en préclinique, essayer ceci dans le cadre d'un essai clinique chez l'homme.
qui commencerait tout d'abord chez des hommes sains qui n'ont pas l'ataxie de Friedreich, mais passer en phase 2 chez les porteurs de l'ataxie de Friedreich. Et ces phases 1 et 2 dans les maladies rares comme l'ataxie de Friedreich peuvent être combinées, peuvent être écourtées pour passer à la phase 3 qui est l'essai définitif sur un grand groupe de participants. Et si les résultats ici sont convaincants, la partie prenante qui est derrière ce projet irait de nouveau, en fait, pour demander l'approbation réglementaire pour que ce traitement, s'il est efficace, s'il ne provoque pas plus d'effets secondaires que de bénéfices, puisse être disponible pour les patients. Donc, revenons en amont dans cette pipeline et voyons comment, en fait, ces différentes phases en haut du tableau ont évolué. Donc, disponible aux patients, et je pense qu'on va largement parler tout à l'heure dans la journée de Skyclarys, le maveloxolone, qui est le seul traitement jusqu'à ce jour approuvé et disponible dans plusieurs pays, mais pas beaucoup à notre goût. En France, vous avez les chances d'avoir accès pour les âgés plus que 16 ans à cette molécule, mais on a un essai pédiatrique qu'on va couvrir brièvement tout à l'heure. La vatiquinone, aussi on en parlera brièvement, mais la vatiquinone qui a été aussi essayée et en France, je pense Alexandra va en toucher un mot tout à l'heure. Et tout ceci est encore dans ce cadre rouge pour améliorer la fonction mitochondriale. Le remplacement de la frataxine développée par l'Arimar thérapeutique, mais aussi design thérapeutique design des molécules qui vont avoir un mécanisme au niveau génétique, un peu épigénétique, pour désactiver le nœud qui rend le gène de la frataxine silencieux. Donc, au maveloxolone, je ne parle pas de la France, je parle à l'extérieur de la France. Historiquement, ce sont les phases 1, 2, 3 qui ont mené à l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et puis dans plusieurs pays européens. Une étude pédiatrique a été lancée il y a 1 an pour déterminer la dose qu'il faudrait administrer aux enfants, et l'étude Brave en cours qui administre au maveloxolone aux enfants dans des groupes qui sont contrôlés par des placebos importants. Donc il y a des enfants qui reçoivent la molécule, d'autres qui reçoivent le placebo. Et bonne nouvelle, alors que c'était prévu d'arriver plus en été, plutôt que prévu, l'étude Brave, qui est une étude mondiale dont un centre en France, a déjà recruté 50% des patients prévus en nombre. D'autres études importantes se font en parallèle toujours pour maveloxolone. Le PASS, qui est en fait une étude dans le monde réel pour étudier les effets secondaires à long terme de la maveloxolone chez les patients qui l'utilisent. Et donc, plusieurs pays participent à cette étude en parallèle à l'étude d'histoire naturelle Unify, avec laquelle beaucoup de vous sont familiers. On a une étude observationnelle pour le ressenti des patients qui ont été engagés dans les phases 1, 2, mais aussi l'open label ou l'extension ouverte de maveloxolone. Et pour finir, une nouvelle formulation est en train d'être étudiée suite à beaucoup de feedback et de commentaires de la communauté, comme quoi avaler une capsule aussi grande que maveloxolone est parfois problématique pour l'ataxie de Friedreich. La vatiquinone, après les études qui ont été faites il y a presque 1 an en août, malheureusement la FDA avait dit que il n'y avait pas suffisamment de preuves que le traitement avec la vatiquinone est efficace. En décembre 2025, une réunion positive plutôt entre la firme pharmaceutique PTC à laquelle nous avons participé à FARA, on a compris en fait dans cette réponse qu'une étude ouverte pourrait servir en fait et pourrait être appuyée par la FDA. Une étude ouverte, ça veut dire malheureusement PTC doit faire encore une étude avec la vatiquinone, mais ouverte, ça veut dire tous les participants auront droit à la vatiquinone et le comparateur sera un groupe de Unify, donc comparé à l'histoire naturelle de la maladie. Le protocole et le plan d'analyse sont en cours et donc histoire à suivre. On entendra encore des nouvelles de la vatiquinone en cours d'année. L'Arimar thérapeutique qui développe des injections de frataxine. Donc, la dose unique ascendante et la dose multiple ascendante ont été finies.
Pour le moment, un groupe de ce patient est en étude ouverte, donc ils peuvent continuer les injections de frataxine. Et tout ceci important ne se passe qu'aux États-Unis, malheureusement pour nous Européens. Par contre, le plan est de faire une phase 3 à échelle mondiale qui devrait encore débuter en 2026. Si je ne me trompe pas, la France fera partie de cette étude. Et bonne nouvelle, cette étude va avoir dès le début des enfants, à partir de 12 ans, mais aussi un sous-protocole va engager des enfants encore plus jeunes, entre 2 et 11 ans, à la demande de l'Agence européenne, qui semble avoir compris qu'on ne protège pas les enfants en les excluant des études cliniques et quand on a assez de données sur l'iniquité, on peut les inclure dès le début. Donc aussi à suivre. Donc cette étude, on ne sait pas quand exactement elle va commencer, mais il est important à noter peut-être qu'il y a eu un grand débat, même avec la FAF et des questions l'année passée. Il paraît que finalement les participants qui sont âgés de 16 ans et plus pourront avoir le Maveloxolone déjà établi, mais depuis au moins 1 an. Ils pourront participer à l'étude de l'Arimar qui est en double aveugle, donc un groupe placebo, mais aussi un groupe recevant le traitement. Dernier programme dont je parle, si je ne me trompe pas, est le programme de Design Therapeutics. Ce sont des injections en fait d'une petite molécule qui va réactiver le gène de la frataxine. La première étude n'a pas été satisfaisante parce que les données de la première étude aux États-Unis, il y a un peu plus d'1 an et demi, n'ont pas été exactement à la hauteur de la réactivation de la frataxine comme c'était le cas dans les cellules, dans les souris. Une fois pour vous dire que ce qui se passe en préclinique n'est pas identiquement traduit dans la clinique. Et pour ça, les choses prennent beaucoup plus de temps que prévu parfois. Et donc, le nouveau produit DT216P2, le premier était P1, est en cours d'étude en phase 1 en Australie seulement, avec des doses multiples ascendantes. Ils ont déjà fait une première étude d'administration de 3 à 4 semaines. Et pour le moment, ils prennent des patients pour les traiter jusqu'à 12 semaines. Ces patients doivent rester en Australie. Ils doivent être sans Maveloxolone. Mais bonne nouvelle un peu pour les patients internationaux. Il y a la possibilité en fait de participer même si on n'est pas basé en Australie, si on n'est pas australien. Mais ça implique des voyages et c'est au cas par cas. Mais je suis tenue de partager cette mise à jour. C'est juste pour redire là-haut, je voudrais reparler un tout petit peu phase 1, phase 2, phase 3, parce que je ne sais pas si pour vous c'est très clair. Non. Donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ah, oui. Donc ça, c'est les choses qui sont en France actuellement. Donc, on va en parler. Vous avez des représentants ici de l'Exeo. Voulez-vous lever là pour... voilà. Voilà. Il y a Françoise qui est le PI de l'Exeo ici à Paris, donc elle pourrait faire plein de choses aussi. Nous, on participe à ça, mais ce n'est pas encore prêt, comme vous avez entendu. Et le Sky Clarisse et le Vaticanum, vous connaissez, mais la prochaine. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre comme étude ici? Donc, Myriam a parlé de Brave, donc c'est de Sky Clarisse, mais chez l'enfant, puisque l'autorisation de ce médicament a été donnée que pour des enfants à partir de 16 ans. Donc là, il y a une étude qui va permettre de tester le médicament chez les enfants pour savoir s'il est efficace. Il y a une étude sur le Sky Clarisse qui est menée par Claire Evenchik dans mon équipe pour comprendre ce qui s'est passé sur le Sky Clarisse. Ça s'appelle OMAV Rétro parce qu'on va regarder toutes les données avant et comment ça a évolué dans le temps. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on aurait ratés? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait mal vues? Donc ça, on va essayer de voir parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans l'accès précoce, il y a 480 patients qui sont traités. Et depuis que ça a commencé en 2023, fin 2023, 21% ont arrêté des patients qui sont dedans. Donc, pour des raisons différentes, ça peut être parce que ça n'avait pas d'efficacité, mais aussi parce qu'il y avait des effets secondaires, parce que d'autres médicaments ne marchaient plus, parce qu'il y avait des contre-indications. Donc, quand même, 21%, ce n'est pas négligeable. Donc, on a envie de savoir plus exactement. On veut creuser un peu, parce que comme pour toujours,
il faut avoir les données pour pouvoir conclure au point de vue scientifique. Clarity FA, c'est une étude sur la cardiomyopathie. Vous allez en parler après, non, je suppose. D'accord. La vatiquinone en open label, on a déjà parlé. Il y a les études de suivi, dont une grande étude qui s'appelle PROFA, où on fait des enregistrements à la maison pour voir si certains essais thérapeutiques pourraient aussi se faire avec des enregistrements à la maison pour que la personne n'a pas forcément besoin de revenir à l'hôpital. Pour certains des échelles, donc il y a des échelles filmées, il y a des choses que vous faites à la maison et de voir comment ça évolue. Et il y a l'Allemagne, l'Autriche, surtout nous d'ailleurs, la France, parce qu'on a inclus le plus de patients et qu'on suit les gens dans le temps. Ça s'inscrit un peu dans la même chose que l'Unify, sauf qu'il y a moins d'enregistrements et d'études qui sont faites à la maison par Unify. C'est juste ce que vous faites déjà avec nous depuis tant d'années, c'est-à-dire vous venez en consultation et on vous inclut dans une étude de suivi. Ça, vous connaissez ça, on l'a fait depuis de nombreuses années. Et puis il y a Madeleine, j'ai vu que vous avez toute une journée d'atelier aujourd'hui sur ça, donc ça c'est super. Et le Larima, on vient d'en parler, c'est les injections de frataxine dans le ventre. Je veux revenir sur ça juste 2 secondes, parce que je me suis dit c'est important pour vous. Donc il y a, après, quand dans le laboratoire il y a eu l'idée et que on pense que c'est vraiment quelque chose qui doit aller pour le patient, on fait 3 phases de thérapie. La phase 1, c'est vraiment pour voir si le médicament qui n'a jamais été testé chez l'homme a un effet secondaire. Donc, quels sont les effets secondaires? Est-ce que le médicament est bien absorbé dans l'organisme? Et avec quelle fréquence il faut le prendre? C'est à ces 3 questions qu'on peut répondre à la phase 1. On ne regarde pas l'efficacité, on ne regarde pas si ça marche, on regarde juste ça. Après, on passe à la phase 2, et là, on essaie de savoir un peu plus, toujours les effets secondaires, toujours essayer si c'est absorbé, comment ça se comporte, quelle est la dose qu'il faut donner, et à quelle fréquence il faut le prendre. Et là, on regarde pour la première fois, comment ça évolue dans le temps. Est-ce qu'il y a un petit effet? Et seulement en phase 3, où on a plus de patients qui sont moins bien choisis, qui ont le droit de prendre leurs médicaments qu'ils prennent d'habitude, qui sont dans des stades différents de maladie, c'est là où on va regarder vraiment les effets à long terme et si c'est efficace. Et seulement quand c'est dans cette phase 3, on peut aller sur le marché. Moi, je trouve que c'est quand même important d'avoir ça en tête parce que parfois, dans les maladies rares, on fait un espèce de mélange entre 1 et 2, mais ça ne veut pas dire que ce médicament va être disponible pour les personnes après. Je ne sais pas si c'était clair. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ok. Et ça, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un Brave chez les enfants pour savoir si le Skyclarys, on peut le donner chez les enfants. C'est typiquement une étude post-marketing. C'est-à-dire le médicament existe déjà, il est dans certains pays, il est vendu, dans d'autres c'est en early access, mais nous, on va tester chez les enfants, donc on va tester dans une autre catégorie de personnes et on regarde les autres effets à long terme. Donc c'est encore un autre moment du médicament avec le patient. Et voilà, c'est juste notre équipe ici. Donc vous voyez que là, il y avait Myriam qui était là avec tous ceux qui sont impliqués dans l'ataxie de Friedreich à l'Institut du cerveau. Ça, c'est le centre de référence. Maladies rares, neurogénétiques, où l'ataxie de Friedreich est vue, même si aussi ils sont vus dans le centre de référence neuromusculaire, donc la filière Philnemus. Et vous avez les noms des personnes qui vous appellent, comme par exemple Elodie Petit, Rania Ilab, des gens que vous connaissez déjà. Je voudrais savoir comment sont choisis les participants aux études. Tout dépend de l'étude. Et tout dépend le stade de l'étude.
Qui a posé la question? Je vois. Moi. Très bien. Tout dépend de l'étude et des critères d'inclusion qui ont été décidés avant qu'ils viennent chez nous. C'est-à-dire, avant que l'industriel vienne chez nous pour nous le proposer, ils ont souvent déjà choisi leurs critères d'inclusion. Sur des bases qui est publiées, sur le base de ce qu'ils pensent pouvoir montrer. Typiquement, dans une phase 2, les effets secondaires et de regarder quel type de dose il faut utiliser. C'est là ils vont choisir les critères. Nous, on les conseille parfois, même souvent, ils nous demandent avant de faire le design, mais malheureusement pas toujours vraiment avant. Nous qui connaissons la maladie comme vous, ils demandent à vous d'ailleurs aussi, il y a des patients qui sont dans les advisory boards, et nous pour savoir comment, quel serait le patient idéal pour ne pas rater un effet d'un médicament qu'on pourrait voir. C'est-à-dire qu'au début, surtout la phase 2, la phase 1, on regarde vraiment s'il n'est pas nocif ce médicament. Tout ça. Après, on regarde chez le patient s'il y a des effets secondaires qu'on n'aurait pas anticipés, quelle dose et s'il y a peut-être un petit effet. Et dans cette étude-là, on choisit des patients bien précis. Pour ceux, par exemple, qui évoluent pas du tout, on les prendrait pas. Si on vise le cœur, on prendra des gens qui ont une cardiomyopathie particulière. Tu pourrais peut-être dire pour l'étude, c'est un peu compliqué parce que pas tout le monde est éligible, tout simplement. Oui, en fait, je pense que vous allez en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que pour l'étude de thérapie génique dans le cœur, l'étude de thérapie génique dans le cœur, il faut vraiment être assez hypertrophié. Hein, c'est vraiment pas, ça s'adresse pas à beaucoup de patients en fait de l'ataxie globalement. Mais alors, comment vous savez quels patients vont avoir tel avancement, tel problème plus déclaré que d'autres? Parce que vous connaissez pas tous les patients qui. Mais non, c'est qu'en fait, quand on va proposer des patients, j'ai dit faut montrer les examens, il faut que je vois les échos. Tous ceux qui sont suivis chez nous, je sais. Oui, mais les autres, c'est ça. Mais les autres, il faut avoir un bilan. Hein, donc c'est à nous de venir vers vous, en fait. La cardiologie, c'est assez simple puisque nous on fait des mesures, donc on va savoir. Pour la neuro, je pense que c'est sur les échelles. Mais nous, c'est vraiment parce qu'on suit les gens. Et c'est pour ça, UNIFA et PROFA, toutes ces études où on suit les gens à long terme, on voit quelle est la pente. Par exemple, si on choisit quelqu'un sur une pente évolutive plus rapide, parce qu'on se dit on a besoin de moins de patients, on pourrait faire plus rapidement l'étude, ce qui serait bon pour tout le monde. À ce moment-là, il faut avoir la progression de la maladie avant. Autrement, ça n'a pas de sens. Mais alors c'est ça pour typiquement, moi je vois dans notre cas particulier, on n'a pas connaissance de tous ces essais-là. Comment on pourrait... Si, c'est pour ça on est là. Oui, d'accord. Mais là pour pouvoir... Comment ça avoir pu y rentrer... Je vais repasser la parole à Alexandra, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on a réussi à avoir des filières de soins et de recherche spécifiques. Donc c'est de ça dont vous avez besoin et de connaître ces centres. Et c'est là que tout ce travail se fait avec toutes les données et le choix des patients, etc. et un meilleur suivi. Donc je vais repasser la parole à Alexandra qui dirige ça. Et je voulais juste poser cette question concrètement, comment est-ce qu'ils peuvent faire les patients pour pouvoir participer dans un essai clinique? Alors, tout le monde peut regarder les sites qui existent sur leur maladie, c'est-à-dire il y a la filière Brain Team où il y a les essais qui sont écrits. Plus précisément, le centre de référence maladies rares neurogénétiques où les essais sont bien écrits avec le mail de la personne qui prend les informations et qui peut vous renseigner. Donc, on fait vraiment au maximum pour vous laisser la porte pour nous contacter si besoin. Ce qu'on suit, nous, en consultation, on en suit peut-être... je crois qu'on avait regardé dans le Early Access pour le Skyclarys, à peu près 60% des gens quand même, on leur dit en consultation. Alors c'est évidemment si c'est un médecin qui n'est pas forcément dans le CRMR, parce qu'on fait des réunions entre nous les médecins, donc on parle des études, on leur a dit où ça en est, quand est-ce que l'étude va commencer, et donc ils peuvent en parler aux patients. Mais évidemment, si c'est un médecin qui n'est pas dans ces circuits-là, c'est sûr qu'il ne saura pas. C'est ça que tu veux dire, Juliette? C'est mieux dit là, Juliette? C'est bon?
Je me permets, Stéphane, de dire qu'on s'est bagarré avec Alexandra et toute l'équipe depuis longtemps pour qu'on ait une reconnaissance de gens plus experts dans la maladie. Ça ne veut pas dire que le neurologue qui sera dans une petite ville ne sera pas compétent, mais on peut pas, vous ne pouvez pas, vu qu'il y a des données, il y a un certain nombre, etc., de choses à inclure, que il faut faire les deux. Il faut avoir un neurologue de proximité et un neurologue d'un CHU qui est dans le réseau de soins. Et si vous contactez la FAV, que ce soit Sandra, Cécilia, etc., ils vont vous donner. Donc c'est bien d'être dans les deux, parce qu'à ce moment-là, vous pourrez participer plus facilement à des essais. Je ne me trompe pas, c'est bon, Président? Oui, puis c'est ce que j'allais dire aussi en complément. On a aussi une équipe recherche à la FAF. Ça fait aussi partie de nos missions d'expliquer un peu ce qui se fait, où on en est. Donc on fait des webinaires de manière régulière. Évidemment, on est en contact régulier avec à la fois la filière de santé, le centre de référence. Il y a des conférences. Enfin, c'est vrai que c'est... Enfin, surtout quand on a eu un diagnostic récent, on sait que ça fait beaucoup de choses à comprendre, mais ça fait aussi partie des missions de la FAF de vous aider à trouver les bonnes personnes, etc. Après, on n'est pas médecin, on n'est pas neurologue, mais au moins on pourra vous expliquer où on en est. Quoi. Oui, et on peut expliquer à ce moment-là ce truc un peu douloureux des critères d'inclusion, parce que c'est vrai que selon la phase, et c'est pour ça... et d'exclusion. Et c'est pour ça, je voulais reprendre les phases des essais, parce que je pense que ça échappe un peu aux personnes de parfois, comme on est contraint pour pouvoir aller à la prochaine phase, de faire les choses un peu différentes. Donc voilà. Okay. Je pense qu'on va passer à la session. Une dernière question là. Une dernière question alors. Question toujours importante. C'est le plus important. Oui. Monsieur le Président, il faut laisser les questions venir. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un retour aujourd'hui sur la Sky Clarisse? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 21% de gens qui abandonnaient, ce qui est élevé, dont une partie le faisait à cause des effets peu importants qui ressortaient de prendre du Sky Clarisse, compte tenu du prix du médicament, quoi. Alors, on va en parler. C'est la session suivante. Donc, on va y arriver. Vous allez voir. Mais je donnais juste les... Laissez-moi finir, Monsieur le Président. Je pense que important, c'était l'accès précoce, qui est un peu spécial à la France, où le médicament est sur le marché dans d'autres pays, mais qui n'a pas donné le feu vert par la HAS ici en France. Et il est quand même remboursé, c'est-à-dire qu'on peut quand même le faire. Et donc, on l'a organisé pour la première fois pour une maladie rare avec la Banque nationale maladie rare, où tous les patients sont dedans, pour voir exactement pourquoi ils arrêtent, pourquoi ils ne continuent pas, et pourquoi on doit les arrêter, nous, s'il y a des effets secondaires qu'on a peut-être vus dans les autres essais. Mais elle va en parler après. Myriam, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste peut-être mentionner que malheureusement les études cliniques ne prennent pas beaucoup de participants non plus par site. Donc il y a toujours ce sentiment d'injustice peut-être, mais on est limité par le nombre de patients. Quand une étude, par exemple, prend 200 patients dans le monde et puis il y a 80 patients à travers l'Europe, il y aura peut-être qu'une vingtaine dans un centre en France, ou même 20 dans 200, 10 et 10, et il y a toujours ces critères. Et l'industrie aime bien de nous mettre en compétition, ce qui est un peu idiot. Donc, ils pensent qu'on ne recrute pas assez vite. Donc, l'industrie a très envie toujours de dire l'Angleterre ou je ne sais pas qui a inclus. Donc, vous, il vous reste 4. Je dis, comment ça 4 ? On a parlé de 20 avant. Donc, nous, on se bat derrière le rideau, ce que vous ne voyez pas, toutes nos discussions. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas quand même, pour une raison un peu bébête, hein. Mais enfin. Et j'encourage les patients à être un peu avocats d'eux-mêmes et de être proactifs et prendre des renseignements, des réseaux, des avertissements qui viennent de FARA ou d'autres, surtout nos réseaux sociaux. Je sais la plupart sont actifs sur les réseaux sociaux et quand vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez actifs dans ça, parce que nous, on vous défend, mais c'est limité hein, si vous ne nous aidez pas. Merci Alexandra. Effectivement, je pense qu'on pourrait passer tout l'après-midi à répondre aux questions. Merci Myriam. Merci beaucoup.